Bienvenue à cette rencontre des fournisseurs. On a plein de choses à vous dire cet après-midi, on a plein de sujets à évoquer avec vous, mais je voudrais simplement qu'on commence par accueillir Stéphane Trossel, le président du conseil départemental, qui va nous présenter l'ambition des travaux de l'après-midi. Merci Robin, je suis obligé de baisser un peu le micro parce qu'il est un peu plus grand que moi quand même. Robin Monnier, le directeur général adjoint des services du département, qui avec la DEJ, la direction de la commande publique, c'est la direction de l'enfance et de la famille sont les grands, pardon, parce qu'il y a aussi les crèches, qui sont les grands organisateurs de cette réunion. Donc je les remercie, je les salue. Je salue également Frédéric Denis, donc conseillère départementale déléguée à l'élaboration de notre plan alimentaire territorial. Je crois que Nadia Azoug en charge de l'enfance et de la famille et Emmanuel Constant en charge de l'éducation et de la jeunesse devraient nous rejoindre dans quelques instants. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous pour participer aussi nombreuses et nombreux à cette conférence des achats. Je crois qu'on nous a annoncé presque 200 personnes qui devraient participer au cours de cet après-midi. C'est pour nous un événement. Nous avons déjà organisé une première conférence des achats il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, sur nos investissements dans les mois et années qui viennent. Et donc, c'est pour nous ce type d'événement maintenant, la volonté de vous donner de la visibilité et permettre aussi de diversifier nos fournisseurs. La priorité du département, vous le savez, peut-être, c'est en particulier dans ce département le plus jeune de France métropolitaine, l'éducation. Et dans l'éducation, la responsabilité du département, c'est en particulier la restauration collective, qui est pour nous un outil éducatif puissant qui doit répondre à plusieurs défis aujourd'hui. Défis nutritionnels et sanitaires d'abord, disons-le, globalement. Peut-être pas chacune et chacun d'entre nous, mais globalement, nous mangeons trop gras, trop salé, trop sucré. Et ces excès, ces déséquilibres, couplés à une exposition croissante à une vaste gamme de perturbateurs endocriniens, contribuent à de nombreuses pathologies, et en particulier, disons-le, chez les plus jeunes d'entre nous, obésité, maladies cardiovasculaires et d'autres affections de longue durée. Défi environnemental ensuite, bien sûr. Notre alimentation repose sur un modèle agricole fortement émetteur de gaz à effet de serre et insuffisamment soucieux de la biodiversité. Le département a élaboré cette année et a voté son premier budget climat. La question de la restauration, elle joue un rôle majeur justement dans ce déséquilibre et dans les indicateurs que nous ont révélés ce premier budget climat. Défi économique et social, enfin, pour que cette transition alimentaire elle soit juste, il faut qu'elle soit partagée, c'est-à-dire qu'elle assure des revenus décents à la fois aux producteurs, aux agricultrices et aux agriculteurs, tout en veillant à ce qu'une alimentation équilibrée et de qualité, elle soit accessible à toutes et à tous, d'autant plus dans cette période fortement inflationniste. Et face à ces défis d'ampleur, j'ai la conviction, avec les élus départementaux, que nos restaurants scolaires sont des lieux stratégiques pour accélérer cette transition et déployer largement cette stratégie dans toute la société. Compte tenu du volume de nos repas qui sont concernés, près de 34 000 repas par jour dans nos collèges, 3 500 dans les crèches départementales, la commande publique départementale a donc un rôle particulier et important à jouer. D'une part, en privilégiant des produits issus d'une agriculture moins émettrice en gaz à effet de serre et moins consommatrice d'intrants chimiques pour limiter l'impact écologique de la restauration scolaire. D'autre part, en utilisant la commande publique comme un levier économique pour stimuler la filière de l'alimentation durable et les coopérations entre les territoires. Nous n'oublions pas également que les cantines fournissent parfois, souvent dans un certain nombre d'établissements, le seul repas équilibré de la journée aux enfants les plus modestes. C'est pourquoi nous considérons le temps du midi comme un outil de réussite scolaire, car c'est un temps d'échange, de jeu, de découverte
et donc aussi, bien sûr, d'abord d'alimentation de qualité. En cela, cette alimentation de qualité, le type d'alimentation peuvent avoir un fort impact sur la santé et les habitudes alimentaires des plus jeunes d'entre nous. La jeunesse de ce public auquel nous nous adressons doit donc être considérée comme une chance, une opportunité. C'est l'occasion d'installer des habitudes vertueuses qui auront un effet non seulement sur l'enfant concerné lui-même, mais aussi parfois à la fois sur l'adulte en devenir qu'il est, mais aussi, y compris, sa famille. C'est pour relever l'ensemble de ces défis que le département s'est lancé dans une politique de transformation de sa restauration collective. Notre objectif est clair, aboutir à des repas 100% bio d'ici à la fin de ce mandat, dans les collèges et les crèches du département, et atteindre 50% dès l'année prochaine. Nous avons pour ça 2 outils pour y parvenir. Le premier, c'est le plan alimentaire territorial de la Seine-Saint-Denis que nous avons lancé cette année et qui nous permet d'agir ensemble pour accélérer la transition alimentaire. Et Frédérique Denis, conseillère départementale déléguée à ce plan, est particulièrement engagée, déterminée pour réussir. Et je souhaite que les fournisseurs, les producteurs s'investissent pleinement aussi, puisque nous avons organisé un certain nombre de groupes de travail pour permettre de les associer à ce chantier. Le second concerne les chantiers en cours au sein de la restauration scolaire départementale. Je ne vais pas vous les détailler tous ici, mais je veux mettre l'accent sur la question de la formation et de la sortie du plastique. Il ne suffit pas, bien évidemment, de vouloir proposer aux enfants une alternative, notamment végétarienne. Encore faut-il que nos cuisiniers, les préparateurs, soient formés à ce type de cuisine. C'est pour cette raison que nous avons créé cette année une école des partages et des savoir-faire à destination de nos 1500 agents chargés de l'entretien et de la restauration dans les collèges, parce qu'ils sont au contact permanent avec les enfants et l'alimentation, et qu'ils, justement, que ces enfants consomment. Ce sont donc les premiers acteurs de cette transformation écologique dans nos établissements. Je pense également, je vous l'ai dit, au sujet de la sortie du plastique. C'est certes une obligation légale, mais c'est surtout une obligation morale d'agir pour limiter autant qu'il est possible cette crise écologique. Là aussi, le département se donne les moyens d'anticiper les transformations matérielles, organisationnelles et techniques que la sortie du plastique réclame. C'est ainsi que notre cuisine centrale de Clichy-sous-Bois, qui livre 12 collèges dans le département, expérimentera à partir de janvier un fonctionnement sans plastique avant d'envisager sa généralisation à nos 130 collèges dans le département. Mais évidemment, l'essentiel réside dans ce qui termine dans les assiettes de nos enfants. Et c'est tout l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous ai rappelé notre objectif, 100% bio d'ici à la fin du mandat. Cet objectif, il est ambitieux. Il vient avec une contrainte d'autant plus lourde dans cette période inflationniste, celle que nous nous sommes nous-mêmes fixée, de ne pas augmenter les tarifs pour les usagers et ainsi jouer un rôle de bouclier social pour les familles des collégiens de la Seine-Saint-Denis. C'est dans ce contexte que nous renouvelons donc nos marchés de denrées alimentaires pour une durée de 4 ans avec un montant de 35 millions d'euros. Ce renouvellement, il doit répondre aux enjeux que je viens d'évoquer et c'est pour cette raison que nos marchés ont considérablement été modifiés par rapport à l'exercice précédent. Et vraiment, je souhaite à ce titre remercier, je l'ai fait, mais je veux renouveler mes remerciements à la direction de l'éducation et de la jeunesse, à la direction de la commande publique, à la délégation à la transition écologique et donc aussi à la direction de l'enfance et de la famille pour leur travail qui vient ancrer résolument la Seine-Saint-Denis dans la transition alimentaire. Je ne vais pas vous donner les détails à travers une présentation complète qui vous sera faite dans quelques minutes, mais encore quelques mots avant de laisser la parole. Nous avons souhaité que ces marchés ils correspondent à nos grands objectifs de politique publique et que vous puissiez y répondre de la manière la plus adaptée possible. Ça se retrouve dans un découpage de lots qui est beaucoup plus fin, 28 lots aujourd'hui contre 9 précédemment, une part plus importante laissée aux produits bruts et un fonctionnement global qui vise à assurer continuité et résilience des approvisionnements dans le contexte que nous connaissons. Et donc cette rencontre d'aujourd'hui, elle montre toute la richesse de notre sourcing. Vous êtes, je l'ai dit, nombreux et c'est donc heureux parce que justement nous voulons toucher tout le monde.
je tiens à le dire devant vous, et bien sûr dans la limite de ce que m'autorise le Code des marchés publics, nos marchés, ils ne sont pas uniquement dédiés aux gros fournisseurs, même si ils sont évidemment les bienvenus, mais ouverts à toutes et à tous, et notamment aux petits producteurs engagés dans l'agriculture biologique. Et donc, je l'espère aussi, ce que nous réussirons à démontrer aujourd'hui en ayant à l'esprit que la restauration scolaire, c'est un enjeu essentiel pour la réussite éducative des enfants de la Seine-Saint-Denis et l'accès à un repas de qualité, une priorité pour notre département. Merci en tout cas de votre participation et de votre attention. Alors, on est là cet après-midi effectivement pour une rencontre de sourcing. L'objectif, c'est de pouvoir vous présenter comment on souhaite dorénavant acheter les denrées pour notre restauration scolaire et pour nos crèches, avec cet objectif que le président a annoncé donc de 100% bio et signe de qualité jusqu'à la fin du mandat. Et on va vous présenter précisément nos réflexions et l'atterrissage qu'on propose. Toutefois, avant de rentrer dans ce détail, moi je voulais revenir rapidement quand même sur cette grande ambition de transformation du système de restauration, puisque c'est un travail important qui a mobilisé l'ensemble des équipes et qui aboutit à différentes actions. Il y a évidemment la question de l'achat de denrées, et la manière dont nous achetons, et c'est ce qui va nous occuper cet après-midi, je passerai très vite, mais je voudrais simplement revenir sur les grands chantiers qu'on a mis en œuvre, ou qu'on met en œuvre, puisqu'ils ne sont pas achevés, et qui nous permettent de tenir les ambitions que le président vient d'évoquer. La première brique qu'on a mis en place, c'est la question de l'expérimentation et la question du laboratoire, puisqu'on a... quand on a décidé d'essayer de changer ce modèle de restauration, on n'avait pas de lieu pour expérimenter et pour aller chercher des nouvelles recettes, de nouvelles manières de travailler. Donc on a eu un chantier laboratoire qui, je le cherche sur la diapo en même temps, je vais vous dire comment il s'appelle. Invention du modèle, voilà, exactement. Laboratoire cuisine de campagne, qui était notre première étape et qui nous a permis d'aller tester, d'essayer, de se tromper, mais de réessayer, et de petit à petit construire notre stratégie. Autre gros chantier, mais le président l'évoquait, je ne reviendrai pas trop longuement dessus, c'est la question de la formation et de la transformation des métiers. On voit bien que décider de transformer notre modèle de restauration, c'est en premier chef décider de changer nos métiers, de changer la manière dont nos cuisiniers travaillent dans nos cuisines. Et il ne faut absolument pas sous-estimer ce travail de diffusion de nouvelles pratiques et de conduite du changement. Donc également une grande ambition autour de ça. Bien sûr, le chantier approvisionnement, on va en parler très longuement, je ne dis rien de plus. Ne pas sous-estimer toutefois les sujets de système d'information, puisqu'on parle de gros volumes, on parle de 35 millions d'euros d'achat sur 4 ans, on parle potentiellement, enfin donc de 28 lots et de potentiellement une cinquantaine de fournisseurs, avec des centaines et des centaines de commandes à gérer au quotidien, à réceptionner, à vérifier la qualité, etc. Donc on voit bien qu'on a un dispositif, un système d'information à construire qui est très important. Un élément également qui me tient à cœur, qui est la question de la relation à nos usagers et à nos familles, puisque transformer ce modèle de restauration, c'est aussi réinterroger la manière dont on échange avec les familles et avec les collégiens ou les enfants dans les crèches. Comment on s'enquiert de leur avis, comment on recueille leur satisfaction ou pas après un repas. Donc, ça fait partie des choses aussi qu'on met en place via un système d'information ou via un dispositif de communication qui sera renouvelé également dans ce chantier. Un travail avec les familles, un travail également avec nos usagers autour du gaspillage alimentaire, qui passe par
des enjeux évidemment bâtimentaires ou d'équipement avec des tables de tri, etc., mais également sur des sujets de sensibilisation, d'éducation, qui passent également par des questions de prospective. On doit pouvoir savoir de manière beaucoup plus précise que maintenant combien de repas nous devrons servir dans les jours à venir. Et on a encore beaucoup trop d'incertitudes et donc de surproduction aujourd'hui. Donc c'est partie des travaux de prédiction qu'il faut qu'on mette en place. Travail autour du gaspillage, travail autour du plastique, le président le disait. Je sais que dans la salle, certains réfléchissent très largement à cette grande ambition. Mais effectivement, nos liaisons froides se font dans des barquettes en plastique, qui sont réchauffées dans les plastiques. On doit sortir de ce dispositif pour 2025. Quel chemin pouvons-nous emprunter? Nous y réfléchissons. Enfin, peut-être redire l'ambition éducation au goût, puisque on voit bien que dans nos territoires, nos collégiens, nos enfants n'ont pas forcément toujours la chance de pouvoir découvrir toutes les denrées et tout ce que peut offrir notre production agricole. Donc on a besoin de poursuivre ces travaux de découverte et d'éducation au goût. Voilà les grands chantiers qui structurent notre ambition de transformation. Avant de passer la parole, peut-être vous dire 2 mots du déroulé de l'après-midi, puisque on va avoir une présentation là de notre dispositif d'achat, comment on a construit nos lots, quels sont les territoires qui vont être concernés, etc. On aura un échange avec la salle, et puis ensuite on a préparé dans les salons là-haut 3 lieux pour faire des ateliers à bâton rompu de manière tout à fait conviviale, j'espère, autour de thèmes qui sont liés à l'action d'achat. Donc le détail technique pour tous les lots, hein, un atelier autour de, vous l'avez peut-être vu en rentrant, je suis fournisseur de fruits et légumes, quel type de fruits vous allez acheter, quelle quantité, etc. Vous aurez une table pour pouvoir évoquer ça, etc., pour tous les lots, pour toutes les grandes familles en tout cas d'achat. Un atelier autour de la commande publique elle-même. Le président le disait, on est là dans le cadre d'une action de sourcing en lien avec le code de la commande publique. Donc on souhaite pouvoir vous accompagner dans la construction de ces réponses. Comment je fais une offre à un donneur d'ordre public? Donc la direction de la commande et de l'achat public est là pour vous aider, pour vous montrer, pour vous expliquer. Et puis un atelier également, un échange autour du PAT, du plan d'alimentation territoriale, comment on essaie de créer des réseaux et comment on porte à l'échelle du territoire l'ambition de transformation qu'on vient de décrire. Voilà, je laisse la parole maintenant à la suite. Je crois que l'ambition, je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà évoqué. Et on peut passer à la présentation. Merci. Merci bien. Bonjour à tous. Alors merci donc pour cette mise en contexte, ce mot d'introduction. On va reprendre certains des points justement dans la présentation de cet après-midi. On va faire en sorte que ce soit vivant, que ce soit parce que le sujet peut paraître assez rébarbatif, mais on va essayer de rendre le marché public accessible et vivant. Tout d'abord, j'aimerais nous présenter. Donc Tatiana Cor et moi je suis Vianney Lecomte. Nous sommes de la société C2L Solutions. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accompagner le département pour construire son marché de denrées alimentaires. Alors, pour l'ordre du jour, donc, nous allons vous dire quelques mots sur le groupement, puisque le marché de la Seine-Saint-Denis va évoluer sous forme de groupement. Donc ça va impliquer un périmètre étendu. Nous allons vous en parler. On va revenir sur l'achat public, sur la commande publique, définir ce qu'est la commande publique parce qu'il y a des contraintes, on doit faire avec, mais nous allons essayer de justement alléger au maximum ces contraintes pour rendre l'achat public accessible. Tatiana, qui est experte du sujet, va nous parler de la loi Egalim, de la loi AGEC, de la loi Climat et Résilience, donc des lois environnementales, des lois RSE, qui viennent apporter des éléments dans nos marchés, des éléments de contrainte, mais aussi des opportunités.
Un sujet qui va beaucoup vous intéresser, je pense, c'est l'allotissement prévu. Donc, cet allotissement devrait être consolidé, mais ça va vous donner une bonne photographie du contour du marché. On aime bien aussi crever l'abcès parce que la commande publique, justement, il y a des freins, peut-être pour certains d'entre vous, mais vous êtes là, donc vous avez fait le premier pas. Donc on va évoquer ces freins et nous allons vous donner des éléments de réponse pour lever ces freins. Et enfin, en guise de conclusion, nous vous annoncerons les prochaines étapes puisque le marché sortira très prochainement. Alors, pour le contexte. Donc aujourd'hui, le conseil départemental pilote un groupement d'achat pour les denrées alimentaires. Donc c'est un groupement d'achat qui va concerner surtout les cuisines centrales, donc des gros établissements de fort volume, et des crèches. Et ce marché arrive à échéance donc en 2023, donc très prochainement. Alors, si on regarde l'allotissement actuel, nous avons des lots. Donc 11 lots qui vont s'adresser donc à des grandes familles de produits. Vous voyez les produits laitiers notamment, le poisson frais, les surgelés. On a des grands lots de fruits et légumes frais, les lots de viande et bien sûr le lot d'épicerie, donc de produits secs. Donc c'est un marché pour l'instant assez classique et un allotissement qui amène plutôt des profits de fournisseurs de type grossiste, hein, puisque les lots sont assez volumineux. Alors, aujourd'hui, nous nous efforçons d'apporter des nouveaux objectifs, donc notamment un allotissement plus fin. Le président en parlait justement, un allotissement plus fin qui va permettre peut-être une accessibilité de la commande publique à des fournisseurs un peu plus spécialisés. Nous allons renforcer, bien sûr, les produits dits de qualité, donc les produits SICO, les produits qui répondent à la loi Egalim. Nous allons vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Le marché est corrélé au plan alimentaire territorial. L'objectif, c'est que le marché ne sera pas une fin en soi. Une fois le marché passé et attribué, il servira de base pour nouer un dialogue, pour échanger en continu entre le plan alimentaire territorial du département et tous les acteurs qui souhaiteront s'impliquer, peut-être pour ce marché-là ou pour le suivant. Le groupement va s'étendre, donc on vous en parlait. Il va s'étendre et il va intégrer de nouveaux établissements. L'objectif, c'est de rompre l'isolement aussi. Nous avons certains établissements, peut-être des collèges, qui fonctionnent de manière autonome. Mais l'idée, c'est de permettre à ces établissements de communiquer, de créer peut-être des animations, de créer une entraide, de permettre à ces établissements de s'apporter les uns les autres. Donc le groupement est une bonne structure pour ça. Et le marché, vous le voyez, le marché sera sur 4 ans, donc 2023 à 2027. Et le nom du groupement, Seine-Saint-Denis Alimentation. Donc c'est sous cette dénomination que le groupement de denrées alimentaires sera connu. Alors, en quoi va consister le groupement ? Vous voyez la structure centrale. C'est l'entité coordonnatrice. Cette entité, c'est le département de Seine-Saint-Denis. Le département, il va comprendre les cuisines centrales de production qui sont déjà membres du groupement, la direction sociale de l'enfance et les crèches et la PMI. Donc ça, c'est le périmètre d'origine du groupement, le périmètre central. Vont adhérer à ce groupement des cuisines de production volontaires. Bien sûr, on ne vous a pas tout mis. Il y en a potentiellement une 50aine. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous représenter la structure du groupement. Donc, un établissement central, les cuisines centrales notamment, et tous les collèges qui souhaiteront adhérer à ce groupement. Et au niveau du découpage, nous allons fonctionner aussi
selon un zonage géographique. Alors ça, c'est important. C'est une technique que nous allons utiliser pour lever certains freins, notamment sur les volumes ou sur vos capacités de livraison. Ces zones géographiques, elles correspondent à la répartition des cuisines centrales, notamment. Alors vous pouvez les visualiser, hein. On en a 4. Nous allons pouvoir faire des lots géographiques. Donc ça va nous permettre en fait de créer, grâce à ces zones, un besoin qui sera plus restreint sur certains lots. On ne va pas le faire sur tous les lots, mais sur certains lots, vous pourrez vous adresser à une zone. Donc n'ayez pas peur aussi du volume. Le volume sera découpé. Alors, au niveau des besoins, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons 3 grandes typologies d'établissements. Donc, ce sera assez complémentaire. Ça peut poser des contraintes. Nous en avons conscience. Les cuisines centrales, ce sont de très gros établissements qui gèrent plusieurs milliers de repas par jour. Donc, ce sont des établissements qui vont vous demander des volumes importants. Les cuisines de production, donc on parle des collèges. Les collèges, c'est en moyenne 400-500 repas jour. Donc là, nous avons des volumes moyens. En revanche, pour les crèches et pour toute l'aide à l'enfance, là, nous avons des petits établissements. Donc il faudra des livraisons un petit peu plus dynamiques, des points de livraison qui seront parfois en centre-ville. Donc c'est des contraintes, des problématiques un petit peu différentes. Mais bien sûr, il faut assurer la même qualité de service à tous ces établissements. Alors, quels sont nos objectifs ? Soutenir les producteurs par des relations équitables. Ça, c'est clairement l'objectif du PAT. Donc, le PAT qui est partie prenante de ce marché. Donc, les relations équitables, c'est la loi Egalim aussi. On vous en parlera bien sûr davantage. Nous voulons doter les équipes de cuisine de produits de qualité, bien évidemment. C'est pour ça qu'on va appeler davantage de produits frais, davantage de produits labellisés. Donc le haut niveau de qualité dans les assiettes, hein, c'est la suite logique. Là, on parle des convives, on parle des enfants notamment qui vont se restaurer. Il faut leur donner envie d'aller à la cantine, il faut que ce soit plaisant. Une problématique qui a toujours été, mais qui s'est renforcée cette année, la maîtrise budgétaire. Donc c'est pour ça aussi que le marché de groupement a été décidé. C'est pour pouvoir générer un effet de volume aussi et maîtriser le coût de certains produits. Et le lien entre les parties prenantes, donc l'intérêt du groupement, c'est de créer un ensemble, pas seulement sur l'achat, mais également sur les relations, sur l'animation, sur l'entraide. Et je vais passer la parole à Tatiana qui va nous parler de la loi Egalim notamment. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va profiter de cette réunion pour faire un rappel en fait, notamment sur les exigences des lois. Alors, on parle d'Egalim, mais on parle aussi d'AGEC, de climat et résilience, qui sont une des contraintes rencontrées par les restaurants collectifs, mais qui sont aussi quelque chose qui permet d'augmenter la qualité des produits, d'augmenter en fait la qualité de service en règle générale de la restauration collective. Alors, je ne me souviens plus où on appuie. Je vais me caler, puis après, ça va aller. Je vous l'ai dit, les lois liées à l'alimentation sont de plus en plus présentes en restauration collective. Les 3 grandes lois dont on va parler, c'est forcément Egalim, la loi AGEC et la loi climat et résilience. Je vous propose de revoir ensemble rapidement en fait, les exigences de ces différentes lois. On ne va pas les détailler totalement aujourd'hui, mais l'idée, c'est d'avoir un panel et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, le premier objectif dont on entend beaucoup parler, et M. Troussel en a parlé tout à l'heure, c'est la loi Egalim qui préconise 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques. L'ambition du département est d'aller au-delà de ces éléments. Maintenant, de toute façon, la restauration collective est incitée, enfin, est obligatoirement à ce niveau-là. Il va falloir dans ce marché, du coup, réussir à ajouter des produits de qualité, biologiques notamment,
pour pouvoir atteindre ces indicateurs. Après, on a des choses plus classiques, l'interdiction, enfin, dont on a entendu parler aussi, l'interdiction de l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique, l'expérimentation du menu végétarien, qui est un enjeu aussi avec la diversification des protéines, qui va avoir un impact notamment dans ce nouveau marché, parce que qui dit diversification des protéines, il va falloir en acheter aussi. Ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. L'affichage permanent dans le restaurant de la part de produits durables et de qualité, l'information aux convives est quelque chose de très important. Aujourd'hui, si on fait des efforts pour augmenter le niveau de qualité dans les assiettes et qu'on ne transfère pas l'information aux familles, bah c'est un peu dommage. Il faut communiquer dessus. Et puis l'interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents alimentaires consommables, notamment par des conventions de dons à des associations pour les repas qui n'auraient pas été servis. On va refaire un petit point sur les labels éligibles Egalim. Alors, je ne vais pas faire de quiz parce qu'on est beaucoup et du coup, ça va prendre un peu de temps. Je vous les repasse, comme ça, vous allez voir. On a bien entendu le bio, dont on entend parler à bâton rompu, mais on a aussi le en conversion bio qui rentre aujourd'hui dans les labels éligibles Egalim et dans le bio, à partir du moment où on est dans une démarche de conversion bio depuis plus d'1 an, on peut tout à fait être éligible sur Egalim. Ceux que vous connaissez très bien, je pense, ce sont les SICO. Dans les SICO, on va retrouver les AOC, les AOP. Je pense que quelques-uns d'entre vous dans la salle produisent peut-être ce type de produit. Les IGP, STG, bio. Est-ce que pour vous, c'est clair tout ça ? Il va falloir qu'on soit un petit peu dynamique, si vous voulez bien. N'hésitez pas à vous exprimer, même si y a beaucoup de monde, il ne faut pas hésiter. C'est bon pour vous ? Ok, super. Alors, ceux dont on entend aussi beaucoup parler, mais qui sont peut-être un petit peu moins connus, c'est le HVE, haute valeur environnementale, et le CE2. Alors, certains producteurs, c'est pareil ici, qui sont dans la salle, le connaissent certainement. L'idée, c'est qu'on est là plutôt sur une certification de la ferme en règle générale ou de la méthode de production. Le CE2 est le 2e niveau et le 3e niveau, en fait, c'est HVE. Vous m'entendez mieux si je mets le micro plus près. Le CE2 est accepté dans Egalim jusqu'au 31 décembre 2029 et ensuite uniquement HVE. Donc, vous voyez, les labels en fait évoluent au fur et à mesure pour essayer d'augmenter la qualité dans les assiettes, de pousser les productions agricoles à se labelliser et même les labels à l'intérieur d'Egalim vont évoluer. Le commerce équitable, si je ne me mets pas devant, ça serait mieux. Le commerce équitable avec des labels qui sont français, mais on a aussi des labels internationaux. C'est des choses qui sont en train de se développer. L'écolabel pêche durable, on a un écolabel français qui contient uniquement du thon rouge aujourd'hui, puis on a un équivalent avec MSC et on a de plus en plus de pêcheries françaises qui aujourd'hui sont labellisées MSC pour avoir une offre plus diversifiée. Et les produits RUP, région ultra-périphérique. Donc, on est là sur des produits qui vont venir de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, Mayotte, les Açores. On est sur celles qui sont les plus connues, c'est les bananes, en fait, qu'on s'approvisionne, qui sont des produits RUP. Et je pense qu'on a fait le tour. Il existe d'autres produits qui peuvent être éligibles Egalim, mais uniquement dans le cas d'une procédure particulière. Donc, on ne va pas les aborder aujourd'hui parce que je ne vais pas vous parler des externalités environnementales positives, sinon je pense que je vais perdre tout le monde. Mais en tout cas, il existe d'autres possibilités en fait, dans la loi Egalim pour faire rentrer des produits, mais qui doivent nécessiter un marché qui soit adapté. Donc, je voulais vous présenter en tout cas les labels officiels et reconnus. Sur le détail, on y reviendra si besoin est, mais en tout cas, pour le moment, ce qui était important, c'était de voir cela. On passe sur la loi AGEC, donc on en a entendu parler tout à l'heure. Sortir du plastique, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour la restauration collective. Ça ne sera pas l'objet du marché, mais ça aura un impact sur la restauration collective dans les 4 prochaines années, c'est évident. Mieux informer les consommateurs, ça va toujours dans cette démarche d'amélioration.
et lutter contre le gaspillage et le réemploi solidaire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on fait un marché qui va durer 4 ans. On va faire des approvisionnements pour les restaurants collectifs, mais il y a un vrai enjeu en termes du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que c'est un levier aussi qui va permettre, si on ne gaspille pas, on achète moins de produits, donc on va pouvoir augmenter la qualité des produits qu'on achète. Donc c'est quelque chose qu'on fait en même temps, en règle générale. Agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Sur la loi climat et résilience, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a la pérennisation du menu végétarien hebdomadaire depuis 2021, l'expérimentation d'une option végétarienne quotidienne pour les collectivités qui sont volontaires. Et puis surtout, on a donc les 2 nouvelles catégories dont on a parlé tout à l'heure, le commerce équitable et les produits qui sont acquis sur la base de leur performance environnementale. Et on a un sous-objectif qui va rentrer en jeu à partir de janvier 2024. Et on va demander aux collectivités de passer à 60% sur les approvisionnements en viande et sur les approvisionnements en poisson. Donc on voit que plus la loi évolue et plus on va vraiment vers un objectif de qualité. Et on a, toujours dans le cadre de la sortie du plastique, on interdit les contenants alimentaires de cuisson réchauffe qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Dans ce prochain marché, on a vu beaucoup de théories, on va avoir deux critères principaux qui vont être pris en compte. Effectivement, on a le critère prix qui va être quelque chose d'important. L'objectif aujourd'hui est d'augmenter la qualité. Ça va forcément avoir une incidence, mais ça ne sera pas le seul critère sur lequel vous allez être jugé. Vous allez aussi être jugé sur des critères techniques et sur la qualité de proposition, la qualité de service que vous allez proposer. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien dans un marché public, mais la qualité de service, les produits que vous allez proposer, la manière dont vous allez le présenter, c'est quelque chose qui sera analysé au moment où on va ouvrir les plis, et c'est quelque chose qui a toute son importance et qui apparaîtra dans les documents du marché. On va avoir des points qui seront attribués pour le prix et des points qui seront attribués pour la qualité. Soyez-y attentifs quand il va y avoir la publication, parce que ça va vraiment déterminer la volonté sur chacune des familles de produits d'aller vers de la qualité, tout en maintenant une gamme de prix cohérente. Hop. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc ces fameux marchés publics. Moi, j'aime bien y passer un petit peu de temps sur ces éléments-là. Alors, en gros, l'idée, c'est de vous donner les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce package quand vous allez télécharger le marché sur la plateforme. Donc, vous allez trouver différents types de documents. Donc, ça, c'est les documents, on va dire, les plus habituels. Ça vaut pour tous les marchés. Alors, on a mis des codes couleurs en rouge pour les documents PDF. Donc, c'est des documents à lire. En bleu, des documents à remplir, donc au format Word, et en vert les tableaux Excel, bien sûr. C'est ce qui se rapproche le plus de votre métier, de votre habitude, c'est remplir, bien sûr, vos prix. Donc, pour ces fameux documents à lire, les 3 documents PDF, vous avez le règlement de consultation. Donc, on aime bien appeler ça les règles du jeu, puisque si le jeu consiste à remporter le marché public, tout ce qu'il faut savoir pour bonifier votre participation se trouve là. On va parler des critères, notamment, Tatiana en parlait, ces fameux critères techniques, comment valoriser votre offre, comment la rendre plus attractive, comment gagner un maximum de points. Donc tout ça, c'est bien expliqué dans le règlement de consultation. Ce règlement de consultation, il va vous donner aussi, dès la première page, une info très très importante, c'est la date de clôture du marché. Ma recommandation, c'est que quand le marché sort, vous prenez directement cette date, vous prenez l'horaire de clôture du marché, généralement c'est midi, et vous l'indiquez dans votre agenda pour être sûr de répondre à temps. Si on répond à midi 01, c'est trop tard. La plateforme n'accepte pas votre réponse. Donc prenez très au sérieux cette date limite. Et l'heure, bien sûr. Alors, ensuite, on va voir le CCAP. Le CCAP, qu'est-ce que c'est? C'est le cahier des clauses administratives particulières. En fait, on va y mettre tout ce qui va régir vos relations avec la collectivité si vous gagnez le marché. Alors, c'est un document, bien sûr, à lire.
il faut en prendre connaissance pour voir si les conditions contractuelles du marché vous conviennent. Donc bien sûr, notre travail consiste à établir des conditions contractuelles qui sont pertinentes et qui protègent l'acheteur et le vendeur, mais il est bien que vous en preniez connaissance. Donc on ne va pas réinventer les choses. Le CCAP, c'est l'adaptation de cahiers qui ont été écrits au niveau du ministère des Finances. Donc nous allons prendre des éléments dans ces cahiers qui ont été travaillés par des comités d'experts et nous allons récupérer les informations pertinentes pour le marché denrées alimentaires. Mais regardez bien, on va travailler notamment tout ce qui va encadrer la révision des prix, puisque c'est un vrai sujet cette année. Je pense que vous l'avez vu. On a des prix qui ont flambé à cause d'éléments de conjoncture. Donc tout ça, on va en tenir compte dans le CCAP. Donc regardez bien les articles qui en parlent. Ça vous donnera aussi les garanties que le département met à votre disposition pour éviter de vendre à perte, puisque c'est interdit. Le troisième document, le CCTP. Alors ça, c'est plus classique, c'est le cahier des charges, tout simplement. C'est comment nous voulons les livraisons, comment nous voulons les produits, avec quel niveau de qualité. C'est tout ce qui correspond à votre métier, à votre offre de produits. Donc il n'y a rien de très original, mais lisez-le, notamment pour la partie logistique, pour pouvoir bien comprendre ce qui est attendu, les contraintes, les distinctions entre les différents points de livraison. Je pense aux crèches par rapport aux cuisines centrales. Donc lisez bien ce CCTP. Quand vous répondez au marché, ces 3 documents, on considère que vous les avez lus et que vous les avez tacitement approuvés. Donc il est très important que vous les lisiez. Ensuite, les formulaires. Bon, je vais pas y rester très longtemps, mais ces formulaires vont nous permettre de connaître les éléments de votre structure, de votre société. Donc c'est assez rapide à répondre. Et nous allons faire en sorte que ces formulaires soient assez simples. Le département a un modèle de formulaire de candidature qui est très bien fait. Donc on va l'utiliser et pour vous ce sera plutôt facile. Et pareil, on ne va pas vous demander de choses extraordinaires. Ça va être votre numéro de SIRET pour ceux qui en ont, raison sociale, nom du contact. Voilà, c'est vraiment standard. L'acte d'engagement. L'acte d'engagement, c'est un autre formulaire qui reprend un peu les mêmes informations. C'est un peu une synthèse aussi de la candidature et du CCAP, puisque l'acte d'engagement fera office de contrat. Si vous remportez le marché, vous aurez la signature du représentant du département et vous indiquerez votre signature à vous. Et c'est ce qui permettra de démarrer la collaboration entre vous et le département. Et enfin, nous avons les tableaux Excel, le BPU, bordereau de prix unitaire. Donc, de manière assez classique, un produit, une ligne, votre prix à l'unité. Alors, à l'unité, ou au kilo, ou au litre, ou à la boîte, on essaye de trouver le dénominateur commun pour chaque produit. Ce n'est pas toujours évident. Je pense au marché de produits secs, mais sinon, pour les marchés de produits frais, je pense aux viandes, on est souvent sur des prix au kilo. Donc ça se fait plutôt bien. Donc on va essayer de trouver le bon dénominateur pour tous les produits sur l'ensemble des BPU. Et nous avons une déclinaison du BPU. Le DQE, c'est le détail quantitatif estimatif. En fait, c'est la même chose, mais nous rajoutons la notion de quantité. Ça vous permettra d'avoir une quantité estimative, elle n'est pas contractuelle, et cette quantité estimative vous donnera une indication sur les niveaux de volume qui seront demandés pour chaque produit. Et c'est ce qui nous permettra de juger aussi votre note prix. Alors, pour le marché, là nous sommes dans une phase de dialogue jusqu'à fin janvier. Donc on a encore un mois pour échanger. C'est-à-dire que vous pouvez toujours nous contacter, nous donner l'étendue de vos catalogues, peut-être des préconisations, peut-être qu'il y a des choses à savoir. Donc, tant que le marché n'est pas sorti, on peut encore avoir cet échange. Le marché sera publié au mois de février. Donc, à partir de là, c'est silence radio. Quand le marché est publié,
On n'a plus d'échanges, il faut bien le respecter, ça, ne plus appeler, ne plus démarcher les agents de la collectivité, puisque c'est une période durant laquelle on ne doit vraiment avoir aucun contact, à une exception, et je crois qu'on va montrer, Tatiana nous présentera la plateforme, on peut échanger uniquement via la plateforme de l'acheteur, la plateforme de la Seine-Saint-Denis. Et nous vous montrerons comment ça fonctionne. En fait, c'est une messagerie qui permet de publier les questions et les réponses. Ça permet à tout le monde de voir, de voir les échanges, en fait. C'est très transparent. Au mois de juin, au plus tard, vous serez notifié. Vous connaîtrez le résultat du marché. Et les premières livraisons interviendront à partir du mois de juillet. Et je vais repasser la parole à Tatiana qui va nous présenter l'allotissement. Alors, effectivement, on va aller un petit peu plus loin maintenant dans cet allotissement et on va voir comment nous avons découpé en fait ces familles de produits pour pouvoir correspondre. Déjà, le premier objectif est bien entendu de pouvoir approvisionner sur l'ensemble des denrées alimentaires tous les membres du groupement. Donc, on va avoir toutes les familles de produits et tous les produits qui sont utilisés par la restauration collective qui vont être représentés. Ça, c'est une première chose. Et l'objectif était effectivement de réaliser un sourcing, de définir un petit peu quelles étaient les possibilités offertes par les différents fournisseurs, qu'ils soient grossistes ou producteurs, et de pouvoir faire un allotissement qui puisse permettre d'avoir un marché qui soit accessible à tous. On en a beaucoup parlé et vous allez pouvoir voir grâce à cet allotissement qu'effectivement on va aller très loin dans le découpage du marché sur certains types de produits. L'objectif de ce découpage, ça va être d'assurer l'accès au marché pour le plus grand nombre d'opérateurs, je viens de vous le dire, de maîtriser les risques de rupture aussi. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, la conjoncture est difficile pour les restaurants collectifs, mais aussi parfois pour les fournisseurs sur certains types de produits. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un approvisionnement qui soit serein, qui soit régulier et qui ne pose pas de difficultés. On parle des cuisines centrales qui fournissent des milliers de repas chaque jour. Vous imaginez quand on a une rupture, c'est quelque chose qui peut être quand même assez problématique. Donc, il faut réussir à essayer d'appréhender et de prévenir ces choses-là. Permettre bien entendu un accès aux produits de qualité et durables avec des produits dont on a vu tout à l'heure qui sont éligibles à Egalim et diversifier le type de fournisseur en lien avec le PAT. On avait 11 lots auparavant qui étaient plutôt adressés à des grossistes. On va aujourd'hui aller plus loin avec des lots qui seront ouverts à notamment des fournisseurs qui seront en lien avec le plan alimentaire territorial. Le marché actuel, on l'a vu tout à l'heure, il s'étend de 2019 à 2023 pour un montant de 22 millions d'euros. À titre d'exemple, en 2022, on voit que, vous voyez que les consommations sont quand même très importantes. Sur la viande, on est à 86 625 kg, 30% des approvisionnements. Les fruits et légumes, 61 000 kg. Produits laitiers, 40 000 kg. Épicerie, 22 000 kg. Surgelé, 75 000 kg sur une année. Donc, on voit que les volumes sont quand même très conséquents et que, du coup, il va falloir quand même organiser tout ça pour que chacun puisse s'approvisionner correctement. Sur le futur marché, on est donc sur une période entre 2023 et 2027. Et là, cette fois-ci, on voit que le budget est quand même plus conséquent puisque il y a quand même plein de choses qui vont être mises en œuvre, l'augmentation de la qualité, la situation qui est un peu plus tendue sur les approvisionnements en denrées. Donc on passe sur un budget de 35 millions d'euros. Et puis un nombre d'adhérents dans ce groupement qui augmente aussi, puisque jusqu'à présent on avait quelques cuisines de production qui étaient adhérentes. Mais là il y a quand même plus de cuisines qui vont rejoindre ce groupement. Les crèches sont des consommateurs qui sont peut-être en petite quantité, mais avec un nombre important. Donc, ça représente aussi des volumes. Puis bon, les cuisines centrales, voilà, on a des volumes qui sont très importants. Dans ces 28 lots, on va avoir bien sûr des produits conventionnels, SICO et bio.
les 3 types de qualité de produits aujourd'hui qu'on peut définir. On va avoir recours à la multi-attribution pour certains lots. Vianney vous expliquera tout à l'heure le détail de la multi-attribution, comment ça fonctionne, parce que ça va permettre de pouvoir éviter justement les ruptures, rassurer les fournisseurs, en tout cas les petits fournisseurs, les producteurs. Donc c'est quelque chose qui va permettre d'apporter de la souplesse sur certains lots. Les lots sont réalisés, vous verrez, en cohérence avec l'offre du territoire. Nous sommes ici en Île-de-France. L'Île-de-France a des productions maraîchères qui sont, en termes de volume, pas forcément énormes, mais en tout cas, il y a des choses qui existent et vous en êtes la preuve pour ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui. Donc, il a fallu en tenir compte pour faire cet allotissement. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir soutenir l'économie solidaire avec un ou plusieurs lots qui peuvent être réservés aux entreprises de l'ESS. Donc on va être sur des entreprises d'insertion, des ESAT. Et là, c'est important d'avoir une partie de ce marché qui puisse bénéficier à ce type de structure. Au total, sur ces 28 lots, on pourrait avoir une 50aine de fournisseurs potentiels. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a quand même un nombre de fournisseurs importants qui vont être retenus sur ces marchés et qu'on va avoir des typologies de fournisseurs qui devraient être vraiment diversifiées. Je fais tomber le suspense et je vous découvre la liste des lots. Alors, au 15 décembre, c'est un allotissement qui a été arrêté, qui pourrait tout de même évoluer en fonction de... jusqu'au dernier moment, on va dire, mais en tout cas, les familles de produits et le découpage sont quand même bien arrêtés. Donc, je vous ai mis au 15 décembre. Donc, on va avoir des choses assez classiques, approvisionnement en surgelé. Le département a fait le choix, en fait, de proposer... en tout cas de proposer des lots avec des spécialités sur le bio. Donc on va avoir des surgelés qui vont être conventionnels et SICO mélangés et surgelés bio tout seul. C'est clair pour vous ? Ok. Les lots multi-attributaires seront en couleur. Donc les lots multi-attributaires, ça veut dire qu'il y aura plusieurs fournisseurs qui vont être sélectionnés sur ce lot. Il n'y a pas qu'un seul fournisseur de sélectionner. On a ensuite, bien sûr, la gamme de fruits et légumes. Alors là, on a un lot fruits, légumes, 4e gamme et 5e gamme. Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, 4e gamme, on est sur des fruits et légumes lavés, épluchés, découpés, mis en sachet. 5e gamme, fruits et légumes crus. Et 5e gamme, la même chose, mais cuits. Voilà, comme ça, c'est dit. Là, on est sur la partie conventionnelle et SICO et on va avoir la même déclinaison sur du bio. On passe ensuite sur la viande fraîche. Aujourd'hui, la viande fraîche, la décision a été prise d'associer le porc, le bœuf, le veau et l'agneau sur la gamme conventionnelle, SICO et bio. On aura un lot global de viande fraîche, un lot charcuterie et salaison hors volaille, conventionnel, SICO et bio. Un lot viande cuite sous vide, donc conventionnel, SICO et bio aussi. Donc là, on est plutôt dans les premiers lots qui vont être les lots génériques, effectivement. L'épicerie incluant les boissons en conventionnel et en SICO et son équivalent, épicerie incluant les boissons hors jus de pomme, s'il vous plaît, cette fois en bio. Les produits laitiers, conventionnels et SICO et en multi-attributaire, les produits laitiers bio sur une gamme complète. Les viandes fraîches de volaille conventionnelles et SICO, et on va avoir la même chose en bio. Sur la viande fraîche de volaille conventionnelle et SICO, on sera en multi-attributaire. Et puis, on va avoir un lot repas froid de substitution bio qui permet notamment de répondre en cas de nouvelle pandémie ou de confinement et de pouvoir avoir accès à des repas de qualité qui puissent être servis facilement et individuellement. Un lot produit de la mer, conventionnel et SICO. Et on va rentrer dans des lots qui sont un petit peu plus découpés. Donc là, on a un lot pommes de terre.
bio qui va être zoné géographiquement. On vous a montré tout à l'heure les unités territoriales qui correspondaient donc aux unités territoriales des cuisines centrales. Du coup, ces lots-là, on en a 2 pour le coup, vont être zonés géographiquement pour permettre notamment à des producteurs de pouvoir répondre et de pouvoir livrer sans avoir la zone géographique complète. OK ? On a un lot jus de pomme bio. Donc vous voyez qu'on a été quand même relativement fin dans l'allotissement et qu'on a pris en compte notamment les possibilités du territoire et les productions qui sont faites, en l'occurrence sur l'Île-de-France, partout en France aussi, mais en tout cas on en a sur l'Île-de-France. La boulangerie en bio. On a un lot fruits de saison en bio avec un zonage géographique. Donc un deuxième lot, il y aura 2 lots zonés géographiquement sur les fruits de saison. Et la même chose pour les légumes de saison. Donc ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir un lot où vous aurez uniquement donc, des légumes de saison, hein, pas une gamme complète. Donc si vous êtes producteur de légumes, il y a des chances que ça corresponde en fait à vos productions. Et puis après, sur les zones géographiques, on aura soit la zone 1, soit la zone 1 et 3. Et ça permet d'avoir une zone de livraison plus restreinte. C'est bien clair pour vous tout ça ? Okay. On a un lot légumineuse, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, le repas végétarien est obligatoire une fois par semaine. Et du coup, un approvisionnement en légumineuses, huiles et farines bio va permettre notamment de pouvoir travailler sur ces menus végétariens. On a fait un lot pâtes bio. On a un lot poisson en direct du bateau, conventionnel, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le poisson labellisé, c'est uniquement sur MSC. Donc là, en direct du bateau, je ne sais pas si aujourd'hui on a des pêcheurs dans la salle, mais en tout cas, l'idée est de s'approvisionner directement auprès d'un bateau, des yaourts laitiers fermiers en bio et des fromages fermiers en bio. On arrive au bout de nos 28 lots. Donc, vous voyez qu'on a au début évoqué des lots qui sont des lots importants, avec des gammes importantes. Et puis, au fur et à mesure, on affine les choses sur des produits qui vont correspondre à des plus petites productions. Tout le monde a pris la photo. Je ne suis pas partie trop vite. Je vois tout le monde avec les appareils photo. Voilà pour les lots. On va maintenant parler de l'accès à la commande publique et je vais vous repasser Vianney. L'accès à la commande publique, c'est un sujet important parce que d'expérience, on a vu sur des marchés des entreprises qui n'allaient pas au bout pour différentes raisons. Donc on aimerait justement parler avec vous aujourd'hui sur les ateliers dont parlait Monsieur Monnier, donc les ateliers qui auront lieu juste après cette conférence. Il y aura un stand sur l'accès à la commande publique, donc on pourra, pour ceux qui ont besoin aussi de peut-être d'éléments, dialoguer, on sera présent pour ça. Alors quels sont les freins qui bloquent l'accès des fournisseurs au marché public? Il y en a plusieurs. Il y a quelques années, quand on intervenait dans ce type d'événement, le frein principal, c'était le prix. Et là, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui sont venues devant. Alors, le premier frein, c'est le dossier. Le dossier, la plateforme, le profil acheteur. C'est très administratif. On ne peut pas faire autrement. Il y a la crainte de ne pas avoir le volume pour répondre au marché. Donc, c'est ce qu'on a vu notamment avec l'allotissement et les zones géographiques, mais on va en reparler. Il y a l'étendue aussi des produits, l'étendue de votre catalogue. Est-ce que j'arriverai à couvrir toutes les demandes de produits qui sont exprimées par l'acheteur? Je n'ai pas de service de livraison, ça peut arriver. Enfin, a priori, si vous êtes là, c'est que je pense que vous êtes à même de livrer, mais pour ceux qui n'auraient pas de capacité logistique, ce sera bien d'en échanger.
Et puis l'acheteur me demande de baisser mes prix. Voilà, ça c'est une objection classique, mais que j'ai mis en dernier parce que c'est de moins en moins vrai. Hein, on n'est plus sur les considérations financières, mais ça reste quand même dans les freins possibles. Alors on a mis en petit là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un repère. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de PME en fait parmi vous, mais 60% des marchés publics donc, sont attribués à des TPE et PME. Mais ces TPE et PME ne possèdent que 30% du montant de l'achat public. Donc c'est aussi une volonté du département, via le PAT, de développer ces partenariats avec des TPE, des PME, toutes ces petites structures qui cherchent à se développer en fait, via l'achat public. Alors on va voir quelques éléments de réponse par rapport à ces objections, mais il peut y avoir d'autres freins, on pourra en discuter après lors des tables rondes. Alors, l'allotissement, on en a parlé. Donc, l'allotissement, il va permettre aussi de découper. Vous avez vu qu'il y avait certains lots qui étaient assez spécifiques. Donc ça répond notamment à cette crainte que votre catalogue de produits soit trop restreint. On aura par exemple un lot sur des yaourts fermiers. Donc ça s'adresse clairement à des structures qui ne vont pas développer des centaines de gammes de produits, mais qui vont être concentrées sur des productions artisanales. La multi-attribution. Alors on aura un schéma, je vais vous le présenter via le schéma, ce sera plus parlant, mais la multi-attribution, ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains lots, on aura plusieurs attributaires. Donc ça va vous permettre aussi d'intervenir à plusieurs sur un lot pour fournir les cuisines du département. Donc ça vous permet aussi d'être sécurisé sur votre capacité à fournir l'intégralité des produits. Alors il y a une possibilité de monter un groupement. Alors le département de Seine-Saint-Denis est un groupement de différentes entités, mais vous aussi, vous pouvez monter un groupement d'opérateurs économiques. Donc ça va vous permettre de vous regrouper pour mettre en commun vos capacités de production, vos capacités logistiques, vos catalogues peut-être. Certains font des fruits, d'autres des légumes. Donc nous, on l'a vu plus d'une fois, des fournisseurs qui s'associaient pour répondre à un lot. Et généralement, ça marche très très bien. On peut avoir une structure porteuse de la réponse au marché. C'est-à-dire, c'est toujours dans le cadre d'un groupement, peut-être que certains sont plus à l'aise pour répondre au marché. Donc ce sont eux qui vont faire les démarches et les autres, en se regroupant avec eux, vont se laisser porter. Alors nous allons établir des critères de prix, des critères prix et des critères techniques le plus cohérent possible. On n'est plus à cette époque où un marché public, c'était 70% de critères prix. On a beaucoup évolué là-dessus. De toute façon, l'ambition du département, c'est d'aller vers des produits de qualité, vers du bio à 50%, puis à terme à 100%. Donc on ne peut pas se permettre de faire un marché uniquement prix. Donc nos critères vont aller vraiment vers la qualité, donc la qualité des produits, mais aussi la qualité du service qu'il y a autour de tous ces produits. Le dossier de réponse, on va le faire le plus clair possible, le plus facile possible. Donc, on n'a pas tous les droits quand on écrit un marché public. On a des contraintes, mais on va essayer de vous faciliter au maximum les choses. Alors, ce qui peut aider, c'est aussi un tiers qui intervient en assistance pour la réponse au marché. Donc, ça peut être des chambres consulaires, par exemple, ça peut être des associations de producteurs, ça peut être des sociétés ou des formateurs. Donc on essaiera d'identifier autant que faire se peut peut-être ces tiers qui pourront vous aider. Et puis la dernière ligne, elle présente notre démarche de cet après-midi, c'est le dialogue, puisque le dialogue va nous permettre d'identifier peut-être vos contraintes, vos freins, vos mises en garde aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitez nous exprimer avant le marché, donc c'est vraiment le moment de nous en faire part. Alors, je vous l'évoquais, la multi-attribution, qu'est-ce que c'est? Alors, de manière classique, on met les deux en balance. La mono-attribution, vous avez 5 candidats,
vous avez un lot et vous avez un candidat retenu. Ça, tout le monde voit ce que c'est très classique. La multi-attribution, nous avons toujours les 5 candidats, nous avons toujours un lot, et nous allons retenir les 3 meilleurs dossiers. Alors, il n'y a pas de règle absolue, ça peut être 3, ça peut être 5, ça nous vous le dévoilerons à la sortie du marché pour chaque lot, combien d'attributaires nous allons conserver. Mais en tout cas, ça permet à plusieurs candidats d'être retenus sur un lot. Et la co-traitance qui est un levier vraiment intéressant, ça va nous permettre. Vous voyez, nous avons candidat 1, une entreprise, candidat 2, une entreprise, candidat 3, une entreprise. Et nous voyons que le candidat 4 est composé de 2 entreprises. Mais vous pouvez vous associer à d'autres. On a déjà vu des groupements avec 3, 4 producteurs, par exemple, des producteurs de viande notamment. Vous voyez que le lot de viande, on va avoir du porc, du bœuf, de l'agneau. Peut-être que certains d'entre vous sont spécialisés dans telle ou telle production. Donc ça ne doit pas vous bloquer. Il est encore temps aussi d'être mis en relation avec des confrères qui font justement ces productions. Nous arrivons à la dernière partie. Je voulais revenir parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure au niveau de l'allotissement. Vous avez vu qu'on a fait des lots qui étaient très précis parfois. L'objectif, c'est qu'on a aussi fait un sourcing et on a envoyé des questionnaires aux fournisseurs. On a encore un petit peu de temps pour travailler ce sourcing et donc aujourd'hui va être l'occasion d'avoir des échanges. J'en profite pour passer le message. Si vous ne nous avez pas encore envoyé votre catalogue produit sans prix, n'hésitez pas à le faire parce qu'on en aura besoin. Voilà, le message est passé, j'avais oublié, excusez-moi. Pour proposer sa candidature, Vianney vous a expliqué tout à l'heure que en fait, tout se passe sur Internet. On a un profil acheteur sur lequel le conseil départemental va déposer les documents du marché. Donc vous allez, quand le marché va être publié, vous serez averti et du coup, l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous connecter sur le site et vous allez pouvoir aller télécharger l'ensemble des documents. Avant cette période-là, vous, comme l'a dit aussi tout à l'heure Vianney, vous pourrez continuer à dialoguer avec la collectivité, mais vraiment au moment où la parution du marché est efficiente, il faut vraiment utiliser la plateforme acheteur. Dès la mise en ligne de l'annonce de marché, vous voyez, seules les questions transmises via la plateforme de l'acheteur seront acceptées, leurs réponses diffusées à tous les candidats. Ce qui fait que si quelqu'un pose une question, vous serez vous aussi averti et vous aurez connaissance de la réponse, ce qui est quand même intéressant parce qu'il peut y avoir des questions qui peuvent être identiques pour plusieurs personnes ou ça permet de voir aussi quelles sont les questions qui sont posées et d'avoir la réponse. On reprend le planning, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à fin janvier. On est en période de sourcing et on peut avoir des échanges avec les fournisseurs, les producteurs. Et la publication du marché interviendra en février 2023. La notification, qui est donc un courrier que vous recevez pour vous dire si oui, votre offre a été retenue ou non, votre offre a été rejetée, ça interviendra au mois de juin. C'est la phase de mise en concurrence pour la livraison, les premières livraisons en juillet. Alors, on a parlé de la plateforme acheteur. Où est-ce que je vais pouvoir aller poser mes questions? On vous a fait des petites copies d'écran? Oui, voilà. On a donc un site qui est dédié au marché du département sur lequel vous allez pouvoir aller directement chercher la consultation. Donc, vous mettrez denrées alimentaires et vous allez avoir directement le marché qui va sortir. Vous pourrez télécharger les documents. La plateforme, c'est AWS, personnalisée pour le département de Seine-Saint-Denis. Vous allez d'abord devoir vous connecter. On trouve l'appel d'offres sur le moteur de recherche en mettant denrées alimentaires et vous allez pouvoir retrouver les documents. Et on vous a mis un exemple. Vous avez donc la date de publication, la date limite
de dépôt de votre offre. Alors ça, c'est vraiment, j'insiste, hein, Vianney vous en a parlé tout à l'heure. Quand on a une date de dépôt des offres, il faut absolument vraiment la respecter. On est sur c'est en ligne et électronique. Si vous essayez de poster votre réponse à 12h01 et que la réponse était à midi, vous ne pourrez pas déposer votre réponse. Donc moi, je vous invite à bien vous préparer. Vous avez en règle générale, on a 30 jours de parution. Vous avez donc le temps de pouvoir répondre aux documents. Vous allez pouvoir préparer votre réponse. Essayez de viser, de déposer votre réponse au moins la veille. On n'est pas à l'abri d'avoir un problème d'Internet. On n'est pas à l'abri d'avoir un problème d'ordinateur. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on a travaillé un dossier, qu'on a fait une belle proposition et que finalement on ne peut pas la poster sur le site, bah, je vous assure que c'est un peu rageant. Donc voilà, soyez attentifs vraiment, j'insiste, à cette date de dépôt de vos offres. L'objet du marché, on verra le nombre de lots qui va apparaître. Et puis, vous voyez, tout au bout, vous avez la petite enveloppe. Donc, l'avis va permettre d'avoir une vision globale très synthétique du marché. Le DCE, si vous cliquez dessus, c'est là que vous aurez les documents du marché que vous allez pouvoir télécharger avec tous les documents que Vianney vous a proposé, vous a montré tout à l'heure. Le CCAP, CCTP. Pour info, on vous rajoutera d'ailleurs une notice d'information qui va s'appeler, habituellement, qui s'appelle « À lire en premier ». Ça permet, en fait, vous ouvrez ce document et vous savez quels sont les documents que vous allez avoir à remplir. Et tous les documents seront pré-remplis, avec des lignes jaunes. Comme ça, vous savez où est-ce que vous devez remplir les informations. Ça permet de simplifier les choses. Et puis, si je veux poser une question, bah, effectivement, je vais cliquer sur la petite enveloppe et je vais pouvoir poser ma question. Cliquez sur l'icône courrier. Voilà. On va vous proposer poser une question et vous allez pouvoir directement accéder à une page qui va vous permettre d'écrire votre question. Je vous conseille quand même, dans le cadre du dépôt d'une question, de ne pas signer votre message avec votre numéro de portable au bout, parce que sinon tous les autres candidats qui verront votre message auront votre numéro de portable. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, on passe aux questions-réponses. Et puis on verra les... On va vous proposer des micros. On va voir... Hop. Ah, merci. Merci de nous avoir écoutés déjà. On va mettre un micro de chaque côté, peut-être. Ceux qui souhaitent poser une question, n'hésitez pas. Bonjour, Aymeric, boulanger. Moi, je me pose une question par rapport à quand on voit la carte et le nombre d'endroits qui sont présents. Comment ça se passe au niveau des livraisons ? C'est-à-dire que quand je vois certains des lots, c'était une seule personne ou groupement de personnes retenues. La totalité des endroits sont livrés, par exemple, je prends du pain, je sens concerné, c'est la totalité, vous avez des regroupements dans les cuisines centrales, c'est redistribué. Comment est-ce que ça fonctionne pour vous de manière habituelle aujourd'hui au niveau des réceptions de vos produits pour que tout le monde puisse savoir ce qu'il faut ? Je me permets de prendre le micro. Je m'appelle Samira Wardi, je suis la chef du service accueil, restauration durable et entretien des collèges. Je suis vraiment ravie de vous accueillir tous et toutes pour le pré-lancement, parce que ce n'est pas complètement le lancement, mais le pré-lancement de ce marché. Et je vais commencer par répondre à cette question. Alors, ce qu'a expliqué Robin Monnier, c'est que nous étions en train de repenser complètement notre système logistique. Aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez compris, un système, en tout cas pour ce qui concerne la restauration collective dans les collèges, qui est hybride, dans lequel on a 7 cuisines centrales qui préparent des repas pour à peu près 80 offices de réchauffage en liaison froide. Et donc, pour les livraisons, c'est dans ces cuisines centrales que les livraisons sont faites. Et pour ce qui concerne les collèges de production, on en a une quarantaine et eux ont leur propre livraison sur site dans les collèges. Ce qui
est à venir et qui est en travail, c'est effectivement une grosse réflexion sur notre système logistique, puisque de fait, alors la livraison en cuisine centrale aura toujours lieu, mais dans la mesure où on est en train de repenser à la fois la multiplication de nos fournisseurs, mais également la transformation et la sortie du plastique, nous sommes en train de réfléchir cette question de la livraison. Si derrière votre question, c'est quel type de plateforme je dois préparer ou comment est-ce que je peux... n'hésitez pas à... on va se revoir tout à l'heure. Aller voir les collègues de la restauration, leur expliquer quelles sont vos contraintes, parce que ça contribue à la façon dont nous sommes en train de penser la transformation complètement systémique de notre système. Mais ça répond là, aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Parfait. D'autres questions? Oui, bonjour. Oui, l'appel d'offres sort en février, je crois. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça, on sait un peu. Merci. Je suis Eric, on est producteur de pâtes en Seine-et-Marne. Parfait. On fait des pâtes bio. Bienvenue. Merci. Et merci pour cette présentation déjà claire. On est encore en phase de sourcing jusqu'au mois de février. On peut donc encore rencontrer les décideurs, les personnes comme vous qui mettez en place, qui faisaient l'appel d'offres. Qui peut-on rencontrer encore d'ici là Alors, la réunion d'aujourd'hui, elle a exactement cet objectif. À la sortie de cette conférence, vous verrez, il y a à peu près l'ensemble de nos techniciens de restauration, mais également, on a le grand plaisir d'avoir notre direction des achats qui est ici. Et donc, il y a les collègues, il y a une quinzaine de collègues que vous pouvez rencontrer, auxquels vous pouvez non seulement poser vos questions, mais également exprimer vos interrogations, faire des propositions. Et si vous le souhaitez, des rendez-vous plus précis peuvent vous être donnés, évidemment, à ce moment-là. Super, parfait, ça répond à la question. Merci. Merci. D'autres questions? Bonjour, je suis Gladys Hospice et je fais de la fabrication de jus de fruits et légumes pressés à froid, frais. Merci. Bienvenue, madame. Bonjour. Ma question, c'était de savoir à quelle fréquence ont lieu les livraisons, justement. Vous avez besoin, est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est toutes les 2 semaines? Alors, je peux vous parler d'aujourd'hui. On a des livraisons qui sont parfois quotidiennes. Ça dépend de la façon dont les fabrications sont prévues. Je regarde là mes acheteurs s'ils hurlent, mais c'est ça. Et après, ça dépend du ça dépend du type de produit, ça dépend du volume de produit. Mais on a la capacité d'accueillir de quotidiennement à plusieurs fois par semaine, selon que c'est une cuisine centrale ou une cuisine de production. Alors, pour votre cas précis, je vous invite à aller voir les collègues qui sont présents. Ils vous expliqueront sur ce type de produit comment ça fonctionne. Merci. Bonjour, Bertin Moret, je suis producteur de fromage de chèvre en Seine-et-Marne. J'avais une question sur les critères. Vous avez parlé beaucoup du côté qualitatif, mais vous n'avez pas parlé s'il y aurait des critères géographiques de la provenance des produits. Alors, la loi ne nous autorise pas, je parle sous le contrôle de notre directeur des achats, la loi n'autorise pas les critères géographiques dans les marchés publics. C'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas de critères de cette nature-là. En revanche, il y a des critères à la fois de qualité, mais il y a aussi des critères d'impact environnemental sur une partie des lots, qui est une autre façon, vous voyez ce que je veux dire, qui est une autre façon de se poser, parce que en fait, on est dans une situation que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, qui est que la loi Egalim nous impose effectivement d'augmenter les approvisionnements locaux, mais dans le même temps, le code de la commande publique et le cadre des marchés publics ne nous autorise pas ce critère-là. J'ai bien raison, je dis pas de bêtises. Voilà, et donc du coup, on trouve d'autres façons de le faire. Et une des façons de le faire, c'est aussi quand on allotit de la façon dont on a alloти, et quand on cherche certains critères de qualité, en fait, on permet ce rapprochement de la façon d'acheter. On le fait de façon oblique, quoi. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Parfait. Question, interrogation.
Bonjour Chloé. Bonjour. Nous, on produit de la pomme bio, du jus de pomme bio, de la pomme de terre bio conventionnelle, de l'agneau. Et en fait, la question que je me pose, c'est du coup, un lot, on peut répondre qu'à un seul lot. C'est bien ça, on ne peut pas répondre à plusieurs lots. Ah si, vous pouvez répondre à plusieurs lots. D'accord. Vous pouvez même répondre à tous les lots. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la façon dont on a pensé cet allotissement, ça a été dit, mais je voudrais réitérer l'enjeu et l'ambition en fait de ce marché. C'est véritablement à la fois de diversifier les sources d'approvisionnement, parce qu'on sait que c'est un des leviers de la résilience, mais c'est aussi un levier là, beaucoup d'entre nous, et puis beaucoup des partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui, et que je remercie d'être présents et qui sont ici savent qu'on a rencontré énormément de ruptures, qu'on a rencontré énormément de difficultés d'approvisionnement. Et une façon de faire, c'est de multiplier les sources d'approvisionnement. Nous, en tant que puissance publique, nous avons cette responsabilité-là en direction de nos usagers. Donc voilà, ça c'est la première réponse. C'est pour ça qu'on l'a construit comme ça. On l'a construit comme ça aussi pour offrir la possibilité de structurer, d'accompagner la structure des filières de production et des filières aussi d'approvisionnement, parce qu'il faut faire un petit peu la différence entre filière de production et filière d'approvisionnement. Voilà. Donc du coup, ça peut vous paraître pas complètement lisible là, mais sachez que si vous produisez tous ces produits et que vous avez envie de répondre à nos marchés sur tous ces lots-là, nous serons très heureux de lire vos plis. D'autres questions ? Il y en a une là, il y en a une là. Il y a un monsieur là-bas. Bonjour, Davy, je suis boulanger bio. Moi, je voulais savoir comment ça se passe ensuite pour tout ce qui est commande. Savoir si ça va être via un système ou si chaque cantine s'adapte à la façon de travailler de l'entreprise. Alors, on a un système d'information de la restauration et des commandes dans lequel nos fournisseurs sont introduits. On a une base de données de nos fournisseurs et les commandes se font par ce système d'information et elles vous arrivent par ce système d'information. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'avoir. Ça veut dire que nous, on est organisé par un système d'information et vous devriez... il y a ici plusieurs personnes, dont le chef du bureau de la production des cuisines centrales, qui s'occupe aussi du chantier. Il est là. Laurent, est-ce que tu veux bien te lever et te présenter et parler du... Alors, on l'applaudit parce que c'est quelqu'un, et là, il est la cheville ouvrière. Il va vous parler un petit peu du chantier sur les systèmes d'information. Non, vous m'applaudirez juste après. Mais non, effectivement, c'est quelque chose qui est important. Pour l'instant, on a un système, pour être clair, où toutes nos cuisines centrales fabriquent le même jour, le même menu. Donc, ça veut dire que l'ensemble de nos collégiens dans les 80 offices mangent le même menu. La transformation de la restauration, c'est aussi demain, justement, pour plus de résilience, pour s'adapter à vous, producteurs, à vos capacités de fourniture, éviter les ruptures. C'est demain comment nos cuisines centrales auront des menus qui ne seront pas les mêmes au même moment, et donc un outil informatique qui viendra s'adapter pour menu, le nombre d'enfants qui va manger dans chacun des collèges. On a un nombre du coup d'effectifs prévisionnels sur la cuisine centrale et on passe les commandes directement au producteur. Imaginons un producteur de pommes de terre bio, il recevra, voilà, vous avez telle commande pour votre zone. Prenons une des zones que vous avez vues tout à l'heure. Vous avez telle commande de 300 kg de pommes de terre pour telle zone. Vous avez la même commande pour dans 15 jours parce que les menus seront tournants pour votre autre zone et vous recevrez tout de manière informatique. Mais ça veut dire qu'effectivement, il va falloir aussi s'adapter. Et là, on sera pour accompagner ceux qui seront retenus demain dans les marchés, vous accompagner pour pouvoir répondre aussi à ces commandes, notamment par le biais d'outils informatiques. Il y a les logiciels très complexes et on en a besoin très sophistiqués, mais on a aussi des moyens de passer des commandes beaucoup plus simplifiées. Mais voilà, on veut vraiment demain dans la restauration s'adapter aussi au nombre de lots et au nombre de fournisseurs avec qui on aura à travailler en faisant des menus qui ne seront pas les mêmes au même moment. Et puis il y aura la question, peut-être le redire, des cuisines de production qui, elles, vont, vous l'avez compris, adhérer à certains des lots et sur lesquels, là aussi, il faudra trouver le bon moyen demain que vous puissiez les livrer, parce que les livraisons se feront directement du coup au niveau de ces collèges, vous puissiez les livrer avec des commandes qui seront beaucoup plus réduites. Donc on va avoir beaucoup de... Il y a Mallory qui veut compléter quelque chose ? Oui.
elle a raison. Il y a l'outil sophistiqué, mais chaque fournisseur reçoit aussi les commandes par mail. Du coup, un outil beaucoup plus simple pour vraiment vous rendre compte de toutes les commandes que vous aurez à prévoir pour demain sur l'ensemble des zones auxquelles vous aurez postulé. Il y avait une autre question qui était juste devant toi, Laurent. Pardon. Merci. Oui, j'en avais une deuxième. Comment est-ce qu'on fait pour... est-ce que vous avez déjà des quantitatifs que vous savez utiliser à peu près pour se donner un ordre d'idée si on a l'outil de production pour répondre à votre demande? Oui. Alors, on va travailler autrement aujourd'hui. Vous allez venir rencontrer l'équipe. Est-ce que l'équipe peut se lever qui est présente là-bas pour que vous les identifiez? S'il vous plaît, le Sardec. Voilà, vous avez toute cette équipe-là. On les applaudit parce que c'est... Voilà, vous avez ici à la fois des gens des achats, des gens qui sont des nos techniciens de restauration, vous avez des gens qui font les menus, ils sont tous là. Et ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Et aujourd'hui, comme on vous l'a dit, nous sommes encore en train d'affiner ce qu'on appelle les DCE, enfin les parties des marchés, quoi. Et sur les questions de volumétrie, on est en train, parce que comme on a changé le groupement d'achat et aussi son périmètre, les volumétries vont changer. On a de la volumétrie prospective, donc tout ça, c'est en train de s'affiner. Mais en revanche, ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous êtes capable de faire. Ce que chacun et chacune... alors, il y en a dont on le sait, très bien. Et il y en a, on ne le sait pas encore. Donc cette réunion, aujourd'hui, elle est faite pour ça. Elle est faite pour qu'on vous rende compte, que vous posiez vos questions, qu'on puisse vous répondre dans la mesure où on peut vous y répondre, où la loi nous y autorise, et aussi où on a voilà, mais aussi pour affiner encore la rédaction de ces DCE. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous avez envie d'aller de l'autre côté tout de suite discuter avec l'équipe? Bon, ouais. Ben viens à la fin. C'est la fin. Non, c'est pas la fin. Il y a une question là-bas? Oui, j'avais une dernière... On vous voit pas parce que sous la lumière des spotlights. Ouais. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Pierre-François Vigneron, donc moi je travaille pour un groupe de restauration collective qui s'appelle Dupont Restauration. D'abord, merci pour cette belle présentation très claire. Moi, j'avais deux questions. La première, j'ai compris que donc, dans le cadre du marché, il y avait des cuisines centrales, des cuisines de production et des crèches. Et donc, ma question, c'est est-ce que sur les cuisines en crèche, on est en liaison froide ou il y a toujours de la production? Non, c'est de la cuisine sur place. En fait, c'est de la régie totale et c'est des cuisines sur site. D'accord. Donc j'imagine qu'entre les cuisines centrales, les cuisines de production et les crèches, on n'a pas les mêmes nombres d'ETP, si vous voulez, dans les... Non. Donc il n'y a pas non plus les mêmes ressources pour pouvoir assurer la fonction de magasinage. Et donc forcément, les besoins ne sont pas forcément identiques entre une cuisine centrale et une crèche. Je ne sais pas si je suis clair. Non, on comprend très bien. Je crois que je comprends. Voilà. En introduction, le président a expliqué qu'il y avait aussi un enjeu moral lié à la mise en place de ce marché, et notamment lié à l'enjeu CO2, empreinte carbone. Sur les petites entités, donc les crèches plus petites, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour vous de travailler un peu différemment avec un allotissement, avec une monolivraison, un seul Alors, ce sont des questions. Alors, moi, je m'occupe plutôt des cuisines centrales, donc je ne peux pas répondre à la place de mes collègues de la direction de l'enfance, mais ils sont là. La direction de l'enfance et de la famille. Ça a une pertinence. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Bonjour à tous, Bonjour à tous, on est ravis. Je représente la direction de l'enfance et de la famille. Je suis responsable des affaires générales et notamment de la partie approvisionnement. Je suis en binôme avec la responsable nutrition et moyens, Annabelle Gbos, qui pourra me soutenir sur la partie vraiment qualité de la réponse que je vais tenter de vous apporter. Donc, à la direction de l'enfance et de la famille, nous avons 53 crèches en cuisine de production, donc analogue aux cuisines de production des collèges. Chacune sont dotées de cuisiniers. Donc on a vraiment un personnel technique en permanence au sein de nos crèches et qui sont déjà aguerris à la passation de commandes. Donc sur le premier volet, a priori, il n'y aura pas de problème. En revanche, c'est tous les changements de philosophie dans la façon dont on va s'approvisionner au niveau du service des crèches, auquel on est en train de réfléchir. On est incité à réfléchir et on est absolument impliqué, à l'instar des collèges, dans la démarche. Donc nous, toutes les questions qu'on se pose en ce moment, effectivement, c'est toute l'animation et toute la régulation qu'on va devoir mettre en place au niveau du service des crèches pour pouvoir impulser
dans chaque cuisine locale les changements qui s'imposeront. Votre question, monsieur, sur la boulangerie, nous aussi, très concrètement, on se dit comment ça va se passer. Est-ce que le cuisinier va devoir se déplacer et il ne peut pas être... permettez-moi le jeu de mots, au four et au moulin. Donc, il va falloir qu'on se pose la question des boulangeries qui soient à proximité pour que, quand il a 5 minutes entre 11h et 11h30, il puisse aller très rapidement aller chercher le pain. Enfin, voilà, encore une fois, la journée d'aujourd'hui, elle va nous permettre aussi d'éclaircir, nous, les moyens humains, les moyens organisationnels qu'on va se donner pour pouvoir répondre aux contraintes qui sont les vôtres. Voilà, j'espère avoir répondu à votre... Oui, c'est très bien. Mais juste une question encore, excusez-moi. Sur ces 53 crèches, il y a à peu près combien de personnes qui travaillent en cuisine, en moyenne, globalement ? En moyenne, comptez 1 à 2 cuisiniers par unité de production. Donc, on a 53 permanents sur 53 crèches actuellement et du personnel de renfort. On a aussi du staff administratif, des secrétaires de crèche, des directrices de crèche qui aident un peu certains de nos agents qui ne sont pas encore tout à fait sur les outils modernes. Mais on est aussi impliqué dans la démarche d'informatisation de notre système. Pour le moment, on est sur du simple tableur Excel, bon de commande, et on envoie par mail la commande. Mais on va être intégré à la démarche d'informatisation également. Bon, c'est très clair, je vous remercie. Madame. Voilà, merci. Franck Baraillé, directeur de la commande publique. Merci. Je peux faire comme le Sardec, je peux demander à mes équipes de se lever ? Oui. Alors vous aurez la chance, levez-vous. Vous aurez la chance de rencontrer les équipes de la direction de la commande et de l'achat public qui est présente cet après-midi. Et pour vous informer aussi, parce qu'il y avait un point dans la présentation qui était intéressant, pour vous informer qu'à partir de janvier, on met en place un nouveau service qui est assez innovant au sein de la direction. C'est une personne qui va être dédiée à répondre aux questions des entreprises qui veulent postuler à nos marchés pour faire face à leurs difficultés de réponse. Donc venez nous rencontrer et puis on va vous parler de ça, on vous donnera des informations et on vous donnera le nom d'une personne qui va faciliter la vie et faciliter votre accès à la commande publique. Bon, du coup, on avait commencé à vous mettre les tables sur lesquelles vous allez pouvoir continuer. Je crois que le mieux maintenant, c'est que tout cet échange puisse se faire. Là, vous avez vu, le département s'est déplacé avec beaucoup de monde du département s'est déplacé pour aller à votre rencontre. On est très heureux que vous soyez venus à la nôtre. On est vraiment, je pense que vous l'avez compris, dans une démarche de renouvellement de notre façon non seulement d'acheter, mais de faire. On souhaite vraiment être des acteurs résolus de cette véritable révolution, parce que c'est une révolution. La façon, oui, dont on va acheter, dont on va manger, dont on va cuisiner, ça change les territoires. Et on est là pour le faire et on va le faire collectivement et on espère vous emmener aussi dans cette grande aventure. Donc il va y avoir plusieurs tables. Il y a une table autour des questions de... Alors je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Je ne suis pas une grande spécialiste de la présie. Table ronde 1 sur les viandes fraîches, volailles, charcuterie. On a fait plutôt des familles de produits, mais vous y rencontrerez des professionnels qui pourront vous répondre sur l'ensemble des lots. Il y a ensuite une seconde table ronde sur le poisson frais et tout ce qui compte beurre, fromage. Une troisième table ronde où vous trouverez des interlocuteurs pour vous parler sur nos lots de fruits et légumes. Vous avez vu qu'il y en a plusieurs. Une quatrième sur les surgelés et l'épicerie. Une cinquième sur les repas de substitution. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais quand même en dire 2-3 mots parce que c'est assez important. Il se trouve que, avec la situation qu'on a tous connue de crise de Covid, toute la restauration collective s'est retrouvée très souvent de devoir remplacer les repas. Et on profite de ce renouvellement de marché pour s'interroger sur en tout cas pour essayer de faire une proposition plus qualitative en la matière. Parce qu'il faut bien le dire, mais je pense que nous ne sommes pas les seuls. Nous n'avons pas toujours pu faire des repas de substitution de la qualité qu'on aurait souhaité, parce que voilà, ça fait de la gestion de crise de dernière minute. Mais il faut apprendre de la crise, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce marché. Donc on va pouvoir vous en parler. Et vous verrez, vous pourrez rencontrer dans la table...
Oh bah il n'y a pas de titre. Bah, ça va être nos amis du PAT, du plan alimentaire territorial, que vous pourrez aller rencontrer. Il y a Romain Desnaux qui est là et Asbo Benamara qui vont vous accueillir pour vous parler de tout ce qu'on fait en termes de sensibilisation à la nutrition, en termes on va vous parler de notre école interne, on va vous parler de notre laboratoire, on va vous parler de tout ce qu'on fait et qui vous intéresse, vous, fournisseurs et producteurs, parce que vous pouvez y jouer un rôle demain si vous entrez dans nos marchés, évidemment. Et puis enfin, il va y avoir donc les équipes de la commande publique pour répondre à vos questions plus techniques. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous là tout de suite. Voilà, on est là, on est disponible. Et puis, on est partant pour lancer ce nouveau marché très bientôt avec vous. Merci.